Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 6, Légende des Neuf Inconnus. Formés vers 266 avant Jésus-Christ, les Neuf Inconnus étaient une présumée société secrète qui possédait de vastes collections de connaissances avancées, inaccessibles au commun des mortels. On pense même que le groupe utilisait ce qu'il savait pour obtenir des postes de pouvoir et manipuler la société dans son ensemble afin de faire avancer son propre agenda. Et après tout, c'est le but même d'une société secrète, n'est-ce pas? Et selon la légende, l'organisation a été créée par l'empereur Ashoka, le petit-fils de Chandragupta, l'empereur qui a réunifié le sous-continent indien. Et après s'être engagé dans une guerre brutale contre une région voisine, il a juré de ne plus recourir à la violence et a juré d'utiliser la connaissance que pour le bien. Une partie de cet engagement consistait à collecter et documenter autant de connaissances que possible, une tâche qu'un homme seul ne pourrait jamais accomplir, surtout un empereur qui avait d'autres occupations. Ashoka chargea alors 9 des meilleurs esprits de l'Inde afin de l'aider à réaliser sa vision et pour des raisons de sécurité, il n'a jamais révélé publiquement leurs identités. Ils ont rassemblé toutes les informations possibles et imaginables sur la science, la technologie et d'autres sujets très importants. Chaque homme étant chargé de mettre à jour un certain livre contenant des connaissances spécifiques à la fin de son service. Chacun des hommes était censé transmettre son livre et sa mission d'apprentissage à un nouveau membre, la composition du groupe restant toujours de 9 membres. Et les 9 inconnus auraient persisté jusqu'à l'époque moderne, ce qui rendrait l'organisation vieille de plus de 2000 ans. Le contenu de leur livre reste un mystère, mais en 1923, l'écrivain anglais Talbot Mundy a publié un livre justement intitulé Les 9 inconnus, contenant ce qu'il prétend être les titres des 9 livres. Le premier de ces livres serait consacré aux techniques de propagande et de guerre psychologique. Le deuxième livre serait consacré à la physiologie. Il donnerait notamment le moyen de tuer un homme rien qu'en le touchant, la mort survenant par inversion de flux nerveux. Le judo, dit-on, serait né des fuites de cet ouvrage. Le troisième étudierait la microbiologie et notamment les colloïdes de protection. Le quatrième traiterait de la transmutation des métaux. Une légende voudrait même qu'en temps de disette, les temples et les organismes religieux de secours reçoivent de sources secrètes de grandes quantités d'un or très fin. Le cinquième renfermerait l'étude de tous les moyens de communication terrestres et extraterrestres. Le sixième, quant à lui, contiendrait les secrets de la gravitation. Le septième serait la plus vaste cosmogonie conçue par notre humanité. Le huitième traiterait de la lumière et le neuvième serait consacré à la sociologie, donnerait les règles de l'évolution des sociétés et permettrait de prévoir leur chute. Mais au-delà du livre de Talbot Mundy, qui est une sorte de mélange entre fiction et réalité, il y a aussi le témoignage d'un certain Jacolio qui était consul de France à Calcutta sous le Second Empire. Jacolio est formel. La société des 9 inconnus est une réalité. Et ce qui est troublant, c'est qu'il cite à ce propos des techniques tout à fait inimaginables en 1860, comme par exemple la libération de l'énergie, la stérilisation par radiation et la guerre psychologique. Mais tout le monde ne croit pas en l'existence de cette présumée société secrète. Et même si le groupe était réel, il n'existe peut-être plus aujourd'hui. De plus, qui sait si la liste des livres de Mundy est correcte ou non? Apparemment, personne, car le mystère est toujours considéré comme non résolu. Numéro 5. Les francs-maçons. Saviez-vous que les francs-maçons ont simulé l'alunissage et qu'ils étaient également responsables du meurtre d'Abraham Lincoln? Bien sûr, cela n'a jamais été prouvé, mais ce ne sont là que quelques-unes des théories les plus répandues sur cette société puissante et secrète. La franc-maçonnerie est l'une des plus anciennes et sûrement la plus grande fraternité du monde. Ce n'est évidemment pas vraiment un secret, puisque nous sommes ici pour en parler. Mais le groupe est très exclusif et utilise des poignées de main secrètes pour se reconnaître. Il existe même plein d'articles et de témoignages de personnes autorisées à assister à des réunions maçonniques, voire même certains qui se sont infiltrés pendant de très longues périodes. Selon ces témoignages, les membres se réunissent pour parler de services communautaires et promouvoir des activités intellectuelles et culturelles. Mais d'autres témoignages parlent de rituels beaucoup plus bizarres et intrigants. Certains vont même jusqu'à parler de complots à échelle mondiale. Bien sûr, discutés dans les loges les plus exclusives
par les membres les plus éminents. Les francs-maçons ont commencé dans l'Europe médiévale autant que guildes de tailleurs de pierre, de maçons et de bâtisseurs. Ils ont très vite gagné en puissance et ont commencé à copier certains symboles et traditions des Templiers lors des croisades afin de s'approprier leur héritage et de se mettre dans la bonne grâce de la noblesse européenne. Les réunions sont pleines de symboles, de signes et de rituels anciens. Le plus connu étant l'œil de la Providence ou l'œil omniscient que l'on retrouve notamment dans le billet d'1 $. Mais saviez-vous qu'il provient en réalité des anciens Égyptiens et des traditions hébreux? Cependant, il y a des aspects très étranges à propos du dollar que nous allons évoquer dans un instant. La question est donc de savoir comment un groupe créé par des maçons est devenu une société secrète à laquelle on reproche aujourd'hui de tirer les ficelles des événements mondiaux. Eh bien, le symbolisme et les leçons qu'ils sont censés enseigner, ainsi que le fait qu'ils ne partagent pas ce qu'ils font réellement, les rendent logiquement très suspects. Dans le passé, ils essayaient d'éduquer le grand public et étaient probablement obligés de se réunir en secret parce qu'ils allaient à l'encontre des enseignements de l'Église catholique. En réalité, l'Église catholique romaine interdit catégoriquement aux catholiques de rejoindre la société sous peine d'excommunication. En 1738, le pape Clément XII a découvert l'existence des francs-maçons et comment ils essayaient de répandre la connaissance et la liberté parmi le peuple, ce qui leur vaut la bulle pontificale In Eminenti Apostolatus Specula, où ils condamnent formellement la société secrète. D'ailleurs, cette condamnation n'est que la première d'une très longue série. Pendant plus de 2 siècles, pratiquement tous les successeurs de Clément XII l'ont reformulée. La bulle pontificale constitue d'ailleurs toujours le droit canonique en vigueur envers la franc-maçonnerie. Le symbole principal des francs-maçons est l'équerre et le compas, qui sont des outils justement utilisés par les maçons et les architectes. La lettre G représente Dieu, God en anglais, ou la géométrie, ou encore le grand architecte de l'univers, peut-être même les 3. Chaque outil et chaque forme est utilisé pour enseigner une leçon, mais ne me les demandez pas car je n'en ai aucune idée. Mais faites-le moi savoir si vous le savez. Mais c'est ainsi que naissent les théories conspirationnistes, avec tous ces secrets, ces symboles et ces poignées de main secrètes. Les francs-maçons ont été une force puissante dans l'histoire de plusieurs pays, notamment celle de l'Amérique, et les gens disent que les francs-maçons sont responsables de la Révolution américaine, d'autant plus que la plupart des pères fondateurs en étaient membres. Et au fil des années, le pouvoir des maçons a commencé à devenir de plus en plus visible, car de nombreuses personnalités célèbres et riches en étaient membres et ne s'en cachaient pas. Effet troublant, le premier tiers parti politique aux États-Unis était en fait le parti anti-maçonnique, qui s'inquiétait justement de la mainmise des francs-maçons. Ils ont en fait perdu l'élection présidentielle de 1828 face à Andrew Jackson, qui était lui un fier maçon. Tout a commencé lorsqu'un auteur populaire et franc-maçon de New York, William Morgan, a rompu son vœu de secret envers les francs-maçons. Il a ensuite disparu après avoir publié une divulgation exposant les secrets de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, petit fait intéressant, Andrew Jackson est le président présent sur le billet de 20 $ et qui va bientôt être remplacé par Harriet Tubman. Mais ce qui semble troublant est que pour une société secrète, les francs-maçons ont toujours été très célèbres. Tout le monde les connaît et beaucoup de politiciens et de gens célèbres en étaient membres et en parlaient fièrement. C'est comme s'ils ressentaient le besoin de faire savoir à tout le monde qu'ils font partie d'une société secrète mais que vous n'êtes pas autorisé à les rejoindre. Parmi les membres ou présumés membres les plus célèbres, on retrouve Mozart, Theodore Roosevelt, Mark Twain, Winston Churchill, Henry Ford, John Wayne, Houdini et j'en passe. Numéro 4, l'Opus Dei. Un prêtre catholique espagnol, José María Escrivá, qui sera par la suite canonisé par Jean-Paul II le 6 octobre 2002, a fondé l'Opus Dei, également appelé Prélature de la Sainte Croix et Opus Dei, en 1928, en partant du principe que n'importe qui peut être appelé au service religieux et intégrer la spiritualité dans sa vie quotidienne. Mais aussi inclusif que cela puisse paraître, malgré les affirmations du groupe selon lesquelles il ne s'agit pas d'une société secrète, l'Opus Dei est incroyablement secret et a été critiqué pour sa nature
structure élusive. Au moment où l'Opus Dei a été approuvé en tant que partie intégrante de l'Église catholique en 1950, l'organisation était déjà comparée aux francs-maçons, et pas de façon positive d'ailleurs. Le père Escrivá a également fait l'objet d'un examen très minutieux pour sa relation étroite avec le dictateur fasciste Francisco Franco. Ce dernier a intégré plusieurs membres de l'Opus Dei dans les réformes économiques qu'il a mises en place. Beaucoup ont donc commencé à penser que l'Opus Dei avait des ambitions politiques. De nombreux intellectuels font et ont fait partie de l'Opus Dei, et ils ont fondé et doté de nombreuses écoles et universités dans le monde, comme l'Université du Nevada en Espagne et l'Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome, profitant parfois d'aides financières de la part du Vatican. Et comme vous le savez probablement, l'Opus Dei a été dépeint dans le livre et le film du Da Vinci Code comme tolérant, voire même encourageant l'automutilation religieuse, ce qui a suscité encore plus de controverses et de publicité négative pour l'organisation. Ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas est un sujet de débat lorsqu'il s'agit de l'Opus Dei. L'adhésion est tenue secrète, ce qui explique pourquoi les gens la considèrent comme un mystère. Et les membres de la société ne sont autorisés à se dévoiler qu'à la demande d'un supérieur. Et on estime que 20% des membres vivent dans des communautés fermées et ont très peu de contact avec le monde extérieur. Certains critiques affirment même que rejoindre une de ces enclaves revient à entrer dans l'Hôtel California. Vous pouvez vous y engager, mais il se peut que vous ne puissiez pas en sortir de votre libre initiative et le contact avec les amis et la famille serait fortement découragé. Numéro 3. Skull and Bones. Fondé en 1832, le Skull and Bones, littéralement cranéo, est composé d'étudiants du premier cycle de l'université de Yale. Il est également connu sous les noms de Chapter 322, chapitre 322, et Brotherhood of Death, fraternité de la mort. Le Skull and Bones pourrait être considéré comme le secret le mieux gardé et le plus mal gardé en même temps de Yale. L'auteur Alex Nowicki a écrit dans un article d'Education Dive que si tout le monde est au courant de l'existence de l'organisation, personne ne sait vraiment ce qui s'y passe. Mais on peut dire la même chose de toutes les sociétés secrètes en réalité. Skull and Bones est un sujet populaire pour les théories complotistes, mais il faut aussi dire qu'il y a de quoi. C'est pour cela que la confrérie a fait de nombreuses apparitions dans la culture populaire, notamment dans des livres et des films. Mais qui sait quelles rumeurs sont ou ne sont pas fondées? Une des rumeurs les moins répandues est celle selon laquelle la CIA aurait créé Skull and Bones en faisant appel à des employés de Yale. Mais ce n'est probablement pas vrai. Ou est-ce le cas? Mais en dehors des rumeurs, le Skull and Bones est légitimement entouré de mystères. Le siège du groupe est une structure sans fenêtre appelée la tombe, et seuls les membres savent ce qui se passe lors des réunions. Ils sélectionnent de nouveaux membres chaque printemps dans le cadre du Tap Day de l'université de Yale. C'est à cette occasion que les membres du Skull and Bones, et d'autres sociétés secrètes d'ailleurs, se promènent en tapant littéralement sur l'épaule des gens pour les inviter à rejoindre la société. Les Skull and Bones utilisent également des rituels maçonniques lors des réunions qu'ils tiennent dans le bâtiment qu'ils appellent la tombe. Ils ont commencé à garder les noms des membres secrets dans les années 70, mais parmi les plus célèbres, on retrouve le père et le fils Bush et William Howard Taft. Fait amusant, Taft était le 27e et le plus gros président des États-Unis, dont le père a cofondé Skull and Bones justement. Il y a comme une tendance de père et de fils et de président. Et en parlant de président, lors de l'élection présidentielle américaine de 2004, les deux candidats démocrates et républicains, George Bush et John Kerry, étaient tous deux des anciens de Skull and Bones. George W. Bush a écrit dans son autobiographie « En dernière année, j'ai rejoint Skull and Bones, une société secrète tellement secrète que je ne peux rien dire de plus. » Et lorsque quelqu'un a demandé à John Kerry ce que cela signifiait que lui et Bush étaient tous deux des Bonesmen, il a répondu « Pas grand-chose, parce que c'est un secret. » Très étrange tout ça. Numéro 2. L'ordre hermétique de l'Aube dorée. Le premier temple de l'ordre hermétique de la Golden Dawn a été établi à Londres en 1888. Ses trois fondateurs étaient d'anciens membres de la franc-maçonnerie, encore une fois, mais aussi des anciens membres de la section anglaise de la fraternité de la Rose-Croix qui étaient fascinés par des domaines tels que la magie, l'alchimie et l'astronomie. Leur objectif était d'unifier toutes les religions existantes sous un ensemble de croyances présentant des caractéristiques similaires à la Wicca ou le wiccanisme, un mouvement
religieux fondé sur l'ancienne religion païenne et aux pratiques occultes modernes, telles que le chamanisme, le druidisme et les mythologies gréco-romaines, slaves, celtiques et nordiques. En réalité, l'Aube dorée était l'une des organisations les plus influentes de l'occultisme du XXe siècle. Sa philosophie était fondée sur des croyances surnaturelles plutôt que sur la religion et était donc très différente des croyances des francs-maçons. Et contrairement à de nombreuses sociétés secrètes, surtout celles du passé, l'ordre hermétique admettait aussi bien les hommes que les femmes. Cette organisation bizarre comptait de nombreux membres notables dont le poète William Butler Yeats, Bram Stoker, auteur de Dracula, et Arthur Conan Doyle, auteur entre autres de Sherlock Holmes. Mais l'un des fondateurs est parti en 1896 après que ses collègues de travail ont découvert son appartenance et l'ont mis à l'écart, et un autre a démissionné en 1901. L'ordre hermétique de l'Aube dorée a perdu la plupart de son pouvoir et de son prestige à partir de là, et bien que l'organisation existe toujours techniquement sous la forme d'un fascinant club d'entraide aux tendances sectaires, elle n'a pas retrouvé sa gloire d'antan. Numéro 1. Knights of Pythias. Finissant par une société secrète plutôt positive. Un employé gouvernemental américain nommé Justice E. Rathbone a fondé les Chevaliers de Pythias ou Knights of Pythias à Washington en s'inspirant de l'histoire de Damon et Pythias, pythagoriciens célèbres pour leur amitié confraternelle et indéfectible qui vivaient à Syracuse 400 ans avant Jésus-Christ, en 1864, pendant la guerre civile et en raison d'un besoin moral perçu pour une organisation qui pratique l'amour confraternel, Rathbone décide de fonder l'organisation. Il s'agit de la première organisation fraternelle fondée par un acte du Congrès. L'emblème de la fraternité contient les lettres FCB pour FC Barcelone. Non, je rigole. F pour Friendship ou Amitié, C pour Charity ou Charité, B pour Benevolence ou Bienveillance. Et leur devise est dire la vérité et se rendre service les uns aux autres. Les anciens présidents William McKinley, Warren G. Harding et Franklin D. Roosevelt en étaient tous membres, de même que Nelson Rockefeller et Louis Armstrong. Aujourd'hui, les Chevaliers de Pythias sont partenaires des Boy Scouts of America et soutiennent ardemment la Société américaine de lutte contre le cancer. Les Chevaliers de Pythias s'attachent également à fournir des maisons aux membres âgés et à aider les enfants défavorisés. Et de nombreuses anciennes loges de Pythias figurent sur le registre national des lieux historiques des États-Unis ou sont répertoriés par le National Park Service. Mais la transparence de l'organisation reste tout de même très limitée et il n'existe aucun registre central des membres et leurs activités internes restent très secrètes. Et découvre ces secrets égyptiens très effrayants qui se cachent dans les entrailles du Vatican en cliquant sur cette vidéo.